Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer ce nouveau format, je voulais un peu introduire tout ça. Je voulais tout d'abord vous remercier pour l'accueil des deux premières vidéos. Donc c'était les deux parties du récap des films de 2021. Vous avez été nombreux à me donner vos retours et ils étaient extrêmement positifs. Donc ça me pousse à faire d'autres vidéos et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle émission, une nouvelle série de vidéos qui va sortir. Et l'épisode que vous allez vous apprêter à voir, c'est tout simplement un pilote. Justement pour un peu tâter le terrain, et j'attendrai aussi vos retours sur cet épisode pour voir ce qui est ajusté pour les prochaines fois. Alors cette émission, qu'est-ce que c'est ? Cette émission, elle va parler de faits divers. Alors le fait divers, c'est vrai que dans les médias traditionnels, que ce soit à la télé ou à la radio, c'est quelque chose d'assez exploité. Et même sur YouTube, le concept est exploité aussi. Alors d'une autre manière, dans le sens où des vidéastes, je pense notamment à Liv, et à Laura de la chaîne Crime et Châtiment, eux se basent sur des faits divers étrangers, et c'est vrai qu'il y avait très peu de vidéos sur des faits divers français. Généralement ces vidéastes-là en font une vidéo ou deux, c'est pas du tout un reproche, mais je me suis dit qu'en France on avait quand même beaucoup de faits divers, je trouve. On en parle énormément dans les médias, et je trouvais que voilà, c'était pas assez exploité. En tout cas sur YouTube, et c'est pour ça que j'ai dit je me lance et je fais ça. Donc vous allez regarder le premier épisode de P-Files qui a parlé de Pierre F. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Encourteville-sur-Héricourt est un petit village tranquille situé dans le Pays de Caux en Normandie. Et cette tranquillité va être de courte durée jusqu'au mercredi 27 octobre 2004. Avant de parler de ce drame, je suis obligé de vous planter le décor. Voici Lydie et Thierry. Lui est chaudronnier, chasseur à ses heures perdues, et elle est ancienne styliste, reconvertie en mère au foyer. Ils forment les fondations de la famille F. Ensemble, ils ont 3 enfants. Pierre, 13 ans, Marion, 11 ans, et enfin Louis, 4 ans. Sur ces 3 enfants, on va se concentrer sur une seule personne qui forme le cœur névralgique de cette affaire, Pierre, 13 ans. Ensemble, ouvrons ce dossier. Pierre a 13 ans, blond, les cheveux frisés, un air un peu facétieux et plutôt taquin. Connu comme étant poli, un garçon super gentil, ayant une adorable gentillesse et une intelligence au-dessus de la moyenne, Pierre n'avait clairement pas une mauvaise réputation. Élève de 3e au collège François Villon de Fauville-en-Caux, il est licencié pendant plusieurs saisons au club d'Héricourt-en-Caux et était auparavant enfant de cœur. Avec son père, il partage une passion, la chasse. Le jeune homme et son paternel partaient souvent dans les champs et Thierry entraînait son fils à tirer. Avec sa mère, Pierre jouait le mannequin en portant les dernières collections confectionnées par sa mère. Et avec ses frères et sœurs, aucun problème se profilait. Considéré comme un enfant précoce, Pierre était un ado qui coulait des jours paisibles avec sa famille. Mais le mercredi 27 octobre, cette famille, heureuse et aimante, bascule dans l'horreur en un peu plus de 2 heures. Après le déjeuner, Thierry retourne travailler à Yvetot, une ville qui se situe à quelques kilomètres du domicile familial, et ne doit pas rentrer avant la fin de journée. Quelques minutes après, sa mère et son petit frère partent se promener. Sa sœur, elle, doit partir pour son cours de natation. Pierre est donc seul dans le domicile familial. Étant un élève modèle, il décide de faire ses devoirs, et alors qu'il travaille sur sa rédaction, Pierre a d'un seul coup l'idée de tuer ses parents. Il n'hésite pas une seule seconde et court chercher le fusil et les cartouches de son père rangées dans le salon. Petit problème, il est seul dans la maison. Il doit attendre le retour de ses parents. Et pour patienter, Pierre décide de glisser une cassette de Shrek dans le magnétoscope, s'assoit dans le canapé, le fusil posé sur les genoux. Il est environ 15 heures, quand Lydie et Louis rentrent de leur promenade. Pierre se lève, met en pause son film, met en joue sa mère, ne dit pas un mot et tire 2 fois. Elle meurt sur le coup. Pierre emmène son petit frère Louis à l'étage, lui donne des crayons de couleur et un cahier de coloriage pour l'occuper. Pierre redescend et traîne le corps de sa mère sans vie jusqu'à dans la salle de bain pour pas que Marion la voie. Il va chercher 2 cartouches supplémentaires et se réinstalle devant son film. Quelques minutes plus tard, Marion rentre de son cours de natation et veut prendre une douche. Pierre se lève, essaye de lui bloquer l'accès, ils se disputent. Il commence à être agacé et commence à la poursuivre jusqu'à dans l'arrière-cuisine où il tire sur sa sœur et la touche au poumon, la laisse pour morte. Louis, le cadet, entend la scène
et commence à hurler puis à pleurer du haut des escaliers. Pierre ne perd pas de temps et l'abat sur le champ. Il reprend 2 cartouches supplémentaires et se réinstalle devant Shrek. Mais un petit détail lui échappe. Pendant qu'il s'occupait de son frère, Marion est partie s'enfermer dans la salle de bain où elle retrouve le corps de sa mère sans vie. 17h30. Thierry rentre du boulot comme tous les soirs. Pierre entend son père entrer, se lève, met en joue son père et tire 2 fois. Thierry sera la dernière victime de ce tragique récit. Pierre est de nouveau seul et il décide de s'enfuir calmement. Il prend un sac à dos, glisse le chéquier de sa mère dedans, laisse l'arme du crime dans l'entrée, ferme la porte, jette les clés dans la piscine et part à vélo. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Marion, sa sœur, a réussi à s'enfuir par une des fenêtres de la salle de bain et est partie donner l'alerte aux voisins. L'adolescent part donc à vélo jusqu'à Cany-Barville, à 15 km de la scène de crime. Il s'arrête à une cabine téléphonique et appelle les gendarmes. Sauf que les gendarmes sont déjà au courant de l'affaire, puisque Marion a donné l'alerte, et les gendarmes vont essayer de tenir cette conversation pour essayer de localiser d'où Pierre appelle. Pierre essaye d'embobiner les gendarmes. Il explique une histoire comme quoi il aurait vu son père allongé sur le sol dans l'entrée et qu'il ne pouvait pas rentrer. Les gendarmes réussissent à localiser la cabine téléphonique et à 17h45, Pierre est interpellé devant cette cabine. Madame, monsieur, bonsoir. Ce coup de folie d'un adolescent en Seine-Maritime, Pierre a reconnu avoir tué hier soir 3 membres de sa famille. Un acte aussi terrifiant qu'incompréhensible. Le soir même, les enquêteurs placent Pierre en garde à vue pour essayer de comprendre ses motivations. Pendant plusieurs heures, Pierre va décrire de façon très détaillée et ne nie absolument pas les faits qui lui est reproché, mais semble totalement détaché comme si quelqu'un d'autre avait fait ça. Dans sa déposition, il explique qu'il n'a pas vraiment de problème avec ses parents, mais répète sans cesse « il fallait que je le fasse ». Il révèle quelques engueulades avec sa mère comme quoi elle l'aurait empêché de lire France Football ou de voir ses amis. La veille du drame, Lydie aurait même frappé Pierre avec une cuillère en bois, une mouvette, parce qu'il n'aurait pas fait son lit. Elle aurait aussi interdit à Pierre de jouer au foot pour qu'il fasse ses devoirs. Il évoque aussi 2 scènes de violence avec son père. Dans son récit, Pierre reste extrêmement froid, limite insensible. De base, il avait prémédité de tuer uniquement sa mère, mais son père allait voir que j'avais fait du mal à maman et allait me tuer aussi. C'est donc pour cela qu'il a tué son père. Dépassé par ces événements, il tue son petit frère et tente de tuer aussi sa sœur. Le procureur de Rouen, Joseph Schmitt, confie « J'ai fréquenté le crime 31 ans et n'ai jamais vu ça ». Les autopsies confirmeront donc la version donnée par le jeune homme. Retour en France maintenant avec cette affaire, cet adolescent qui a reconnu avoir tué ses parents et son frère. Il a évoqué aujourd'hui des actes de maltraitance de la part de sa mère. C'est ce qu'a indiqué cet après-midi le procureur de la République. L'adolescent a été mis en examen pour assassinat de son père et de sa mère, meurtre aggravé de son petit frère, tentative de meurtre aggravé de sa petite sœur, Amaury Guibert et Jacques. 2 jours après la tuerie, Pierre est mis en examen pour l'assassinat de ses parents, meurtre aggravé sur son frère et tentative de meurtre aggravé sur sa sœur. Alors pour bien comprendre le principe, je suis obligé de faire un peu de droit. Alors en droit pénal français, un principe est mis en place, celui de l'irresponsabilité. L'article 122-1 du Code pénal dispose qu'une personne n'est pas pénalement responsable lorsqu'elle était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui a été atteinte au moment des faits demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers, ou en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, elle est ramenée à 30 ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsqu'après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. Alors il y a un autre article du Code civil qui prolonge un peu cette notion d'irresponsabilité, c'est l'article 122-2 du Code pénal
qui dispose qu'une personne n'est pas pénalement responsable lorsqu'elle a agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pas pu résister. Alors les avocats de Pierre ont essayé de défendre cette thèse de l'irresponsabilité, mais les experts psychiatriques et psychologiques vont déterminer que Pierre était pénalement responsable, mais qu'il présentait quand même une altération de ses facultés mentales. Après cette mise en examen, Pierre encourt 20 ans de réclusion criminelle. Le tribunal pour enfants de Rouen a condamné ce soir à 18 ans de prison cet adolescent qui a tué ses parents et son frère en 2004. Une peine légèrement inférieure aux réquisitions du parquet qui avait demandé 20 ans de réclusion. L'adolescent de 15 ans a exprimé pour la première fois des regrets lors des dernières audiences qui se sont produites à huis clos. En novembre 2005, après 2 semaines de débat et un procès en huis clos, Pierre est donc condamné à 18 ans de réclusion criminelle par le tribunal pour enfants de Rouen, une peine particulièrement sévère, mais assez compréhensible puisqu'il a été reconnu pénalement responsable. Au moment de l'annonce de son jugement, Pierre est resté complètement muet. L'avocat de Pierre avoue à la suite du procès être assez déçu que l'argument de la libre disposition de l'arme n'ait pas assez pesé dans la balance. Pour ce qui s'agit des violences que Pierre a dénoncées pendant sa garde à vue, elles n'ont pas été retenues et donc n'ont pas pesé dans le débat ni dans son jugement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait des suites de ce drame ? Alors aujourd'hui, on sait en tout cas que Marion a 30 ans et je suppose qu'elle a changé de nom pour éviter qu'elle soit associée aux agissements de son frère. À côté de ça, Pierre devrait peut-être sortir cette année. Peut-être parce que j'ai pas pu avoir plus d'informations et vu qu'il a été jugé à la réclusion criminelle, il peut avoir une remise de peine. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il était incarcéré à la prison de Bonne-Nouvelle à Rouen. Quasiment 18 ans après le drame, le parricide intrigue toujours tant par les motivations du meurtrier que par l'atrocité du crime. Alors certains se demanderont pourquoi j'ai choisi cette affaire plutôt qu'une autre. Bien tout simplement parce que j'ai habité pendant plusieurs années à quelques kilomètres de la scène du crime et pendant le moment où j'ai vécu là-bas, j'ai été au courant de cette affaire que l'année dernière, il me semble. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'il y ait une espèce d'omerta autour de cette affaire, dans le sens où ça a marqué tout le monde et personne ne veut plus en parler. Donc ça se comprend un peu, mais je veux dire que c'est un crime qui est quand même assez fou. Un adolescent qui est logiquement assez stable émotionnellement, qui décide du jour au lendemain de tuer toute sa famille, et en plus en regardant Shrek. C'est totalement hors norme. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu bizarre, le fait que personne ne parle pas trop de tout ça, et c'est que récemment, du coup, pour cette vidéo, que je me suis intéressé à ce qu'il s'est passé, et j'ai retrouvé d'ailleurs vous avez dû le voir pendant la vidéo, des archives de justement tout ce qui était en rapport avec ce crime, et je trouve ça un peu bizarre. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'à la fin. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours sur ce nouveau concept, sur cette nouvelle émission. C'est un épisode pilote, hein, c'est peut-être pas sûr d'avoir une suite si ça vous plaît pas, tout simplement, hein, et si ça vous plaît pas, je ferai autre chose, tout simplement. Vous pouvez me suivre bien sûr sur tous les réseaux sociaux. En description, vous retrouverez toutes les sources dont je me suis servi pour pouvoir écrire cette vidéo. J'ai eu de la chance parce que je pensais que c'était pas assez documenté et j'ai réussi quand même à trouver des choses. Ensemble, nous allons refermer ce dossier et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de P-Files.